Microfinance en République démocratique du Congo, une chaîne dédiée à la promotion de l'inclusion financière en RDC. Nous partageons des informations pratiques sur les produits et services financiers pour aider nos abonnés et ceux qui nous suivent à accéder aux solutions adaptées. Nous mettons en lumière les actions menées par les institutions de microfinance au travers de masterclass et webinaires sur l'éducation financière. Nous sensibilisons la population aux bonnes pratiques de gestion financière. Nous accordons la parole aux acteurs clés du secteur et promouvons les success stories des services financiers. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Microfinance en RDC. Le pouvoir de l'inclusion financière pour une RDC prospère. L'inclusion financière en République démocratique du Congo est un enjeu majeur pour le développement du pays. Malgré les progrès significatifs sur le terrain, l'inclusion financière reste un grand défi. Aujourd'hui, nous allons recevoir M. Carlos Kalambay Kabangu, un expert reconnu de l'inclusion financière en RDC. Avec lui, nous allons parler de l'évolution de l'inclusion financière en RDC depuis ces dernières années, les défis auxquels elle est confrontée et les perspectives d'avenir. Son expérience de longues années va nous permettre d'avoir une vision claire de ces enjeux. Je suis Mami Sandigire Poindron et je vous invite à nous suivre sur notre chaîne YouTube Microfinance en RDC, sur nos pages Facebook, LinkedIn et Instagram. Il suffit de voir que quand vous voyez les analyses de certaines agences sur le secteur bancaire, on verra qu'aujourd'hui, près de 80% d'activités financières se retrouvent dans la capitale à Kinshasa et que la majeure partie du pays n'a pas nécessairement des services financiers adéquats. Ça, c'est déjà des gros défis liés à cette intégration en fait du pays. L'infrastructure, l'environnement, l'infrastructure ne permet pas tout justement aux institutions financières de pénétrer dans le Congo profond et d'atteindre tout justement une certaine frange de la population et l'intégrer. Il y a aussi des défis liés tout justement à la réglementation qui reste aussi contraignante, d'une part la réglementation bancaire, mais d'autre part nous avons aussi le cadre juridique et la réglementation fiscale qui reste un gros défi pour ces institutions, mais il n'y a pas une politique économique, il n'y a pas une politique fiscale, il n'y a pas un cadre légal qui encourage tout justement cette inclusion financière, qui facilite aux institutions financières et à tous les autres participants du secteur de pouvoir augmenter le levier d'activité près de cette frange de la population. Pourquoi aller servir un client qui a besoin de 500 $ si les défis sont les mêmes qu'un client qui demanderait 100 000, 500 000? Donc les institutions préféreront aller vers les plus grands, mais il n'y a pas d'intérêt. Et aussi, l'autre défi, tout justement, je parlais du cadre réglementaire aussi, est lié à cette notion de garantie financière que cette frange de la population n'a pas toujours. Il y a aussi l'éducation financière qui reste aussi un très gros défi par rapport au secteur qu'il faille relever, conscientiser. Et d'autre part, nous avons aussi l'offre des services financiers qui ne sont pas toujours adaptés à la demande de la population. Donc, il reste encore pas mal de défis, mais je crois que la digitalisation nous a beaucoup aidé aujourd'hui parce que je me rends compte à l'époque,
Dans les années 2000, il fallait ouvrir une agence bancaire avec tous les défis d'Internet, tous les défis d'électricité. Il fallait aller beaucoup plus proche de sa clientèle, c'est-à-dire avoir autant d'agences pour servir. Et ce qui signifiait qu'il y avait un coût considérable pour ces institutions, c'est qui, d'autre part, augmenter tout justement le coût des services financiers qu'ils devaient offrir à la population. La digitalisation a facilité les choses, la vulgarisation des cartes bancaires, la gestion des comptes en ligne. Il faut dire aussi le mobile money aujourd'hui qui interagit avec le secteur bancaire, ce qui facilite beaucoup de choses. Nous avons du reste encore pas mal de défis à relever pour accroître tout justement le taux d'inclusion financière qui reste encore très très faible dans une économie qui est très focalisée sur le cash et l'argent liquide. Je pense que la digitalisation ne peut qu'être bénéfique. Dans ce qui concerne la limitation, je ne vois pas les aspects de la limitation dans les standards des autres pays. Chez nous, oui, en particulier, c'est pas la digitalisation qui est une limitation, mais c'est plutôt notre environnement financier qui est une limitation à cela. Je prends l'exemple de la monnaie mobile, c'est-à-dire que nous devons arriver à un point où c'est une monnaie qui ne sert pas de transit entre la monnaie électronique et le cash, mais que c'est vraiment une monnaie en cours de circulation. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui passe par la monnaie mobile ou la monnaie électronique est automatiquement transformé en cash parce qu'on va au petit coin récupérer. Et ce qui fait que les limitations peuvent être à ce que quand il y a quelqu'un qui est à l'intérieur du pays, au plus profond, au Congo profond, et que vous lui demandez de retirer 200 000, ben, il doit trouver quelqu'un dans le coin pour avoir ces 200 000 en cash. Et c'est là la limitation. Par contre, si il y avait une politique gouvernementale et de la Banque centrale permettant à ce que les transactions se fassent de façon électronique, ça aurait été facile que nos parents dans les villages aillent au coin s'acheter du savon, du sel avec cette même monnaie sans vouloir la transformer en cash. Parce que en des termes faciles, c'est une population de 120 millions d'habitants avec près de 60% ayant plus de 20 ans, avec une population active peut-être estimée à 40%. Mais si chacun doit avoir dans sa poche à tout moment un billet de banque pour ses transactions, et que c'est intenable. Donc je dirais que on peut tirer beaucoup de bénéfices de la digitalisation, mais tout en balisant les chemins sur le plan d'infrastructure, sur le plan monétaire, sur le plan financier, mais aussi sur le plan politique. Il faut qu'il y ait des mesures assez fortes et drastiques qui permettent à ce que nous puissions de plus en plus sortir d'une économie cash pour aller tout justement vers une économie, comme on dit, sans cash. Et là, je pense qu'on pourra tous sérieusement bénéficier des avantages liés à la digitalisation. Je pense que c'est la voie à suivre. Il n'y a rien d'autre à faire. On dit que les lois sont
des conséquences des coutumes et mœurs. Et si je vois, même ici en RDC, je parlais de la microfinance, elle a commencé et la loi a suivi. Si je vois les cartes bancaires ont commencé et la loi a suivi. Je vois les distributeurs automatiques de billets ont commencé dans le pays et puis la loi a suivi. Et je pense que dans le secteur de la fintech, il en est de même. Parce que le pays fait face à beaucoup de défis aujourd'hui. Il s'étend sur 2000 km du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce qui fait que avec une intégration très limitée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voie de communication. Aujourd'hui, si vous voulez quitter Kinshasa vers l'est, vous n'avez pas d'autre choix qu'à prendre un avion. Pareil, du nord au sud, bon, je ne sais même pas s'il y a une voie qu'il faut suivre. C'est presque impossible. Or, on sait que l'intégration vient tout justement de ces échanges. Et pour pallier tout justement à ces limitations liées à l'infrastructure routière, mais liées aussi à tous ces défis d'électricité, de connexion Internet fiable, je pense que l'innovation dans la fintech va précéder tout justement ces développements d'infrastructures dans le pays et faciliter certaines transactions et renforcer l'inclusion financière. Bon, j'introduirai par une phrase que je trouve assez simple et importante. Tant qu'il n'y aura pas des capitaux et des Congolais ou résidents au pays qui investissent dans le secteur financier, ce développement de l'inclusion financière restera toujours une utopie. Aujourd'hui, on parle de l'inclusion financière, mais quelle est la part dans le produit national brut? Je ne parle pas du PIB, le produit national brut. Où sont les capitaux congolais dans ce secteur? Déjà que l'État lui-même n'a même pas d'institution financière fiable, doit passer par des structures étrangères. Je pense que ça, c'est déjà le premier frein au développement. Pourquoi? Parce que les capitaux extérieurs viennent avec leurs contraintes, avec leur niveau de risque, avec leurs propres défis et qui s'imposent. Et nous le constatons, que beaucoup disent, voilà, il n'y a pas accès au crédit. Mais quand vous comparez aujourd'hui les dépôts du secteur bancaire en RDC, vous comparez le portefeuille de crédit, vous êtes autour de 50%. Pourquoi il n'y a pas autant de crédit à l'économie par rapport aux dépôts qu'il y a? C'est la première question qu'on devrait se poser aussi. Mais parce que tout justement, beaucoup des capitaux sont des capitaux à risque. Beaucoup d'institutions financières sont des filiales d'entités internationales régulées sur base de certaines normes de risque qui ne restent pas très adaptées à notre style de vie. Je pense que chaque pays doit être capable de se définir ses propres niveaux de risque tout en se connaissant. C'est vrai que nous avons beaucoup de défis. Les défis d'identification, ça c'est un véritable défi. Nous avons aujourd'hui les politiques sur le blanchiment d'argent et des capitaux qui s'imposent à nous, qui nécessitent certaines analyses et due diligence assez coûteuses et certains niveaux de risque élevés pour ces entités. Mais le jour où il y aura des entités financières purement congolaises ou publiques, privées ou publiques tout simplement, en ce moment-là, ces fonds levés, c'est quelque chose de pas très compliqué, très facile, pour en tenir compte tout justement des réalités purement congolaises et donner un ton. Parce qu'on dit, il faut toujours qu'il y ait un premier qui ose.
J'ai parlé du secteur qui était pratiquement à terre il y a quelques années, mais il y en a qui sont venus. Hein. Je prends le cas des Finca qui étaient des pionniers. Ils sont venus sur des terres très arides. Personne ne croyait aux Congolais. Je prends à l'époque Procrédit. Nous avons eu beaucoup de coopératives en ce moment-là qui prenaient le risque de faire du crédit. Et il faut qu'il y ait des gens qui puissent oser. Mais je pense que là, on a besoin des capitaux à risque. Et ces capitaux à risque de nos jours, c'est au niveau du gouvernement, au niveau de certains privés qui connaissent le rouage économique de ce pays et qui peuvent mettre en place des produits adaptés à cette frange de la population. Et cela stimulera aussi les capitaux que nous avons à pouvoir suivre le pas du moment où l'exemple, ça j'en suis convaincu, sera très fructueux pour le pays. Donc, il y a des perspectives de développement, mais je crois qu'il y a quand même quelques retouches à faire par-ci, par-là pour pouvoir booster le secteur financier, l'inclusion financière. Mais sans entité publique ou privée publique, je pense que nous allons continuer à réciter la même chanson, sans voir la croissance de l'inclusion financière.